2. De Meknès à Qasbat Beni Mellal. Premièrement, de Meknès à Bouljad. 27 août 1883. Enfin, je quitte Meknès. Nous partons plus nombreux que je ne pensais. Plusieurs personnes veulent profiter de la société de mon shérif et se joignent à nous. Ce sont d'abord 6 ou 8 musulmans pauvres qui se rendent dans le Tadla, puis 2 juifs de Bouljad qui regagnent leur pays. De plus, nous faisons route jusqu'à Tlatet Zemmour avec une caravane d'une 50aine de marchands qui vont à ce marché. Nous sommes ainsi près de 65. Un seul Ztrat nous protège tous. C'est un homme des Zemmour, Moulay Zahir. Partis à 11h du matin, nous arrivons vers 5h30 du soir à un petit douar où nous passerons la nuit. Le terrain ne présente aucune difficulté durant le chemin. On est d'abord en plaine, beaucoup de culture. De là, on passe à un terrain accidenté, sans relief important. Région très arrosée, peu cultivée, couverte de lentisques assez hauts, de jujubiers sauvages et de palmiers nains. C'est le pays des Zemmour Shilha. La plaine appartenait aux Goulouan. Les 2 tribus sont de race Tamazirt, Shluh et insoumise. Nous ne tarderons pas à nous en apercevoir. Les Goulouan ont, avec les voyageurs, le système de quelques tribus limitrophes du Bled el-Marzen. Elles ne pillent ni ne donnent de naya, mais à chaque douar devant lequel on passe, on vous arrête et il faut payer un droit arbitraire, la stata. Une troupe de cavaliers et de fantassins vient se mettre en travers du chemin et cela fait donner les armes à la main. En 2 heures, nous avons eu 5 fois affaire à des députations de ce genre. Ce sont les seuls êtres humains que nous ayons rencontrés sur notre route. Du douar où nous sommes, on ne voit de tous côtés que montagne. Au sud, le haut talus formant le flanc gauche de la vallée de l'Oued-Bet. Partout ailleurs, des successions de croupes couvertes de palmiers nains et de broussailles. En somme, pays fort montueux. C'est le massif des Zemmour Shilha. 28 août. Départ à 3h30 du matin. Nous traversons presque aussitôt l'Oued-Bet. Berge basse et en pente douce, eau claire de 20 mètres de large et de 50 cm de profondeur, courant très rapide, lit de gravier. Puis une longue côte, facile mais assez raide, nous conduit au plateau où est situé le marché. Durant la montée, on est soit sous des bois de lentisques, soit dans des palmiers nains. Beaucoup de gibier, perdreaux, pigeons, lièvres. Sur le plateau, on entre dans une région toute différente, aussi habitée, aussi florissante que la précédente était déserte et sauvage. Sol couvert de culture, foule de ruisseaux au milieu des champs, quantité de beaux douars, à l'aspect prospère, entourés de frais jardins. C'est au milieu de cette riche campagne, dont la fertilité proverbiale a fait donner au pays des Zemmour le surnom de Doukala du Rarb. Note de l'auteur. Les Doukala sont une grande tribu dont le territoire est célèbre par sa fertilité. Elle fait partie du Maroc du Sud. Celui des Zemmour, au contraire, est compris géographiquement dans le Maroc du Nord, que les gens du pays appellent plus particulièrement Rarb. Le surnom qu'on lui donne signifie donc la province la plus fertile, le Doukala du royaume de Fès. Fin de note. Et c'est au milieu de cette riche campagne qu'est situé le Tlata. Nous y arrivons à 7h du matin. Nous passons la plus grande partie de la journée au marché. Elle est très animée. On y voit plus de 30 tentes de marchands. Les denrées qui se vendent sont les mêmes que Tlata Hyeina. Mais il faut y ajouter des monceaux de fruits superbes, des raisins surtout, qu'on apporte des douars du voisinage. Vers 4h, nous quittons Moulay Zahir et la caravane des marchands, et nous nous remettons en route avec la naya d'un homme des environs. À 6h, on fait halte. Nous sommes arrivés au douar de notre conducteur. En quittant le marché, nous avons d'abord cheminé sur le riche plateau où il se tient. Puis, arrivés au bord de son talus sud, nous nous sommes mis à descendre. À partir de là, plus de culture.
une côte boisée de lentisques semblable à celle de ce matin. Depuis Meknès, le sol a été constamment terreux. Vingt-Navou. Nous avons, au sortir d'ici, à traverser une région très dangereuse. Il nous faudra, pour la parcourir, une escorte de 6 ou 8 cavaliers. On ne peut la trouver aujourd'hui. Les tentes sont vides, toute la population est à un marché, l'Arba des Zemour, qui se tient aux environs. Force est donc d'attendre à demain pour continuer la route. Le douar où nous sommes est fort riche. Belles et grandes tentes, auprès de la plupart 1 ou 2 chevaux de selle, dont chacune envoie des femmes occupées à tisser flidj, tlis, bornos et tarhad, couvertes multicolores à dessins variés, ou bien à tresser des nattes qu'on brode ensuite de laine aux couleurs éclatantes. Ces nattes brodées sont, avec les tarhad, la spécialité des Zemour, des Ayan et des Bnimgil. Les Zemour, ainsi que les Ayan, chez qui nous entrerons ensuite, se distinguent des autres tribus que j'ai vues au Maroc par le primitif de leurs costumes. Hommes et femmes y sont fort peu vêtus. Leur habillement est le suivant. Pour les hommes riches, point de chemise ni de caleçon, une simple farajia, et par-dessus, un bornous. Les pauvres n'ont que le bornous. En marche, ils le plient, le jettent sur l'épaule et vont nus. Les premiers ont sur la tête soit un turban de cotonnade blanche, soit un mouchoir blanc et rouge. Les pauvres sont têtes nues. Les uns et les autres se rasent les cheveux, mais, chose que je n'ai également vue que là, ils conservent au-dessus de chaque oreille une longue mèche semblable au noivre des Juifs. Note de l'auteur. Ces noivres sont d'épaisses mèches de cheveux que les Israélites marocains laissent pousser au-dessus de chaque oreille et qui leur pendent le long des joues jusqu'au niveau du menton ou de l'épaule. Fin de note. Les Zemour les portent toutes deux. Les Ayan n'en ont qu'une. C'est la seule différence de mode entre les deux tribus. Cette mèche est pour les jeunes élégants l'objet de soins minutieux. Ils la peignent, la graissent, puis la tressent, en forment une petite natte. Le même usage existe, m'a-t-on dit, chez les Chaouia. Le costume des femmes est aussi des plus légers. C'est une simple pièce d'étoffe rectangulaire, de cotonnade au plus souvent de laine, dont les deux extrémités sont réunies par une couture verticale. Il y a 3 manières de le porter. Premièrement, en le retenant par des broches, grosses boucles d'argent, khlel, ou de simples nœuds au-dessus de chaque épaule. Deuxièmement, en retroussant et attachant le bord supérieur au-dessus des seins, les épaules et le haut de la gorge demeurent découverts. Troisièmement, en laissant tomber la partie supérieure, le corps restant nu jusqu'à la ceinture. Dans les 3 cas, le vêtement est retenu à la taille par une bande de laine. Elle est assez courte. Il ne descend guère au-dessous du genou. On le porte de la première façon pour sortir, de la seconde pour travailler hors de la tente, de la troisième à l'intérieur. Les femmes s'entourent plus ou moins la tête de chiffon. Jamais ils ne se voilent. Trentou. Départ à 5 heures du matin. Une escorte de 6 cavaliers et de 4 fantassins Zemour nous accompagne. Aussitôt après avoir franchi l'oued Urjlim, qui passe au pied de notre douar, nous nous engageons dans une vaste région, déserte en ce moment, mais parcourue au printemps par les troupeaux des Zemour. On la nomme la Tafoudeit. C'est une succession de côtes et de plateaux s'élevant par échelons et sillonnés de nombreux ravins. Au début, tout est boisé. Lentisques, caroubiers, pins de diverses espèces forment un forêt épais. Après quelque temps, les arbres diminuent. Laissant à nu les crêtes et les parties supérieures, ils se réfugient au fond des ravins et sur les premières pentes de leurs flancs. Plus on s'avance, plus on s'élève, plus les troncs deviennent rares. Le sol est terreux et jaunâtre.
Nu en ce moment, et se couvre au printemps de riches pâturages. À 10 heures, nous atteignons un col. Et si finit la Tafoudate. Nous descendons par un chemin rocheux et difficile dans une région nouvelle. Pays accidenté, terrain semé de gros blocs d'ardoises, sol boisé de grands arbres, ruisseaux qui coulent de toutes parts. C'est ainsi, à l'ombre de lentisques et d'oliviers séculaires, que nous marchons jusqu'à 1 heure. À ce moment, nous apercevons un douar, premier vestige d'êtres humains qui paraissent depuis le départ. Nous nous y arrêtons, c'est là qu'on passera la nuit. Ces tentes appartiennent à un très haut personnage, Moulay el-Fadil, shrif profondément vénéré par les Zayan et tout-puissant sur la plus grande partie de ces tribus. Je suis ici en pleine montagne. Le douar est au fond d'un ravin étroit. De tous côtés se dressent, au-dessus de ma tête, de hautes cimes escarpées aux flancs rocheux et boisés. Les panthères abondent, dit-on, dans cette région sauvage. Je n'ai traversé aujourd'hui qu'une rivière de quelque importance, l'Oued Oujlim. Encore était-elle à sec. Lit de galets de 25 mètres de large, sans eau. Pendant la route, nous n'avons rencontré personne, si ce n'est une troupe d'une vingtaine de Zayan qui se sont joints à nous dans la Tafoudate et nous ont suivis jusqu'à la frontière de leur tribu. C'étaient des pauvres. La plupart n'avaient qu'un burnous pour tout vêtement. Rien sur la tête. À la main, un grand sabre de bois. Ils m'ont paru gens forts et irascibles. À chaque instant, ils se prenaient de querelles entre eux. Et c'était aussitôt de grands coups de sabre. Ils y mirent tant d'ardeur qu'il fallut en emporter 2, tout sanglants, dans leur burnous. « 31 août. Nous sommes ici en territoire Zayan. Nous abandonnons nos Stat Zemour. Nous n'avons pas eu à nous louer d'eux. Hier, au milieu du trajet, quand ils nous virent bien engagés dans le désert, ils nous déclarèrent qu'ils n'iraient pas plus loin si l'on augmentait le salaire convenu. Force fut d'en passer par là. Aujourd'hui, un seul homme suffit pour nous escorter, et n'est même pas armé. On part à 5 heures du matin. Nous marchons dans un pays très montagneux, succession de ravins profonds et de talus escarpés. Chemin la plupart du temps difficile. Une fois même, le sentier est si rapide qu'il faut mettre pied à terre. Sol rocheux hérissé de blocs d'ardoises et entièrement boisé. Arbres élevés, serrés, formant une forêt épaisse. Beaucoup d'eau courante, bordée de lauriers roses, de mûriers, parfois de vignes sauvages. Ainsi est la région où, tantôt montant, tantôt descendant, nous cheminons avec peine et lenteur jusqu'à 8h30. À cet instant, après avoir gravi une dernière côte, nous nous trouvons enfin au sommet du haut massif montagneux qui a commencé à l'Oued Bet. Un plateau le couronne. Nous nous y engageons. Le sol y est un sable dur et nu, semé de loin en loin de petits fragments d'ardoise. Dépouillé maintenant, il se tapisse aux pluies printanières d'une herbe verdoyante. Un grand nombre de sources et de ruisseaux limpides l'arrosent. C'est au milieu de ce plateau appelé Oulmès que nous faisons halte. Nous nous y installons à 9h30 dans le douar des Haït Omar. Il y a plusieurs autres groupes de tentes dans le voisinage. De grands troupeaux sont dispersés aux alentours. J'y remarque des chameaux, les premiers que je rencontre depuis Meknès. Aujourd'hui, en passant sur le Azib, nom de l'auteur, le mot Azib s'emploie au Maroc avec le sens de domaine agricole. Fin de note. En passant sur l'Azib de Moulay el-Fadil, nous avons rencontré une fraction de tribus en voyage. Les bœufs, chargés de tentes et des bagages, marchaient au centre, en longues colonnes. Les femmes les poussaient. Derrière leur mère étaient les enfants, les plus petits, juchés par 3 ou 4 sur le dos des mulets.
Sur un des côtés cheminaient moutons et chèvres conduits par quelques bergers. Les hommes à cheval formaient l'avant-garde et l'arrière-garde et veillaient sur les flancs. Les troupeaux étaient très nombreux. Il y avait surtout une grande quantité de bœufs. « 1er septembre. C'est aujourd'hui Sabbat. Force est de passer la journée à Hayat Omar. Ce douar est de tout point semblable à celui où je me suis arrêté chez les Zemour. Même air de richesse, même luxe de tentes, même quantité de chevaux. Les Ayanes, quoiqu'ils ne cultivent presque pas, sont loin d'être une tribu pauvre. Si leur pays produit peu de moissons, il nourrit des troupeaux immenses, chèvres, moutons, chameaux, chevaux et surtout bœufs d'une taille remarquable. L'abondance des bêtes à cornes ne se trouve au Maroc que dans leurs tribus. De là, un commerce important et des gains considérables. Il y a toujours ici des agents de maisons de Meknès occupés à acheter des peaux et des animaux sur pied. Ces derniers sont ensuite expédiés sur Tanger. Les Ayanes sont nomades et de race tamazirt, Shleh. Ils forment une tribu très nombreuse, la plus puissante qu'il y ait au nord de l'Atlas. Leur territoire est borné par ceux des Zeyr, des Zemmour Shlha, des Bnimgild, des Ishqern et par le Tedla. Il se compose de 4 fractions. Bni Soussen, campant du côté de Moulay Bouazza, ils peuvent mettre en ligne 3000 chevaux. Aït Harket, campant du côté des Khnifra, 6000 chevaux. Ehbarn, campant du côté des Bni Zemmour, 1000 chevaux. Aït Sidi Ali Ibrahim, campant du côté des Bnimgild, 8000 chevaux. En se réunissant, ils pourraient donc armer environ 18 000 cavaliers. Note de l'auteur. Ce chiffre nous paraît fort. Il nous a cependant été donné de plusieurs côtés différents. Fin de note. Les Ayanes, comme tous leurs voisins, sont libres. À la vérité, le sultan a un caïd chez eux. Mais c'est un magistrat impatribus. Il est le seul de la tribu à se douter qu'il est caïd et à savoir qu'il y a un sultan. Jamais ne lui viendrait l'idée de demander un sou d'impôt ni un soldat. Il est trop heureux qu'on le laisse vivre en paix. Nous trouverons souvent dans les fractions les moins soumises des caïds de ce genre. La population tolère leur présence avec la plus grande bonhomie, l'indifférence du mépris. On sait que ni eux ni leurs maîtres ne peuvent devenir une gêne. Le personnage influent chez les Ayanes est le shrif, dont il a déjà été parlé, Moulay Fdil. Son azib que j'ai traversé est situé sur leur territoire, non loin des frontières des Zemmour Shlha et des Bnimgild. Il a une grande puissance sur les portions de ces 3 tribus voisines de sa résidence, mais aucune d'elles n'est tout entière dans sa main. Les Ayanes s'étendent très loin vers le sud-est. Dans ces régions, ils le connaissent moins. Une autre famille des Shlifs possède aussi, mais à un degré moindre, du crédit dans cette contrée. C'est celle des Amrani. Originaire de Fès, elle est aujourd'hui dispersée en divers lieux et compte de nombreux alliés chez les Ayanes. Note de l'auteur. Les Amrani ainsi que Moulay el-Fdil sont des Shlifs idrissides, ou plus correctement drissiyin. Tous les Shlifs du Maroc se divisent en 2 familles. Premièrement, les drissiyin, aux descendants de Moulay Idriss, enseveli aux Zerhoun. Sans drissiyin, Moulay Abdeslam Louzani et toute la postérité de Moulay Taïb. Moulay el-Fdil, dont nous venons de parler, Moulay el-Madani, personnage tout-puissant chez les Bnimtir, etc. Deuxièmement, les Alaouia, aux descendants de Moulay Ali, venus de Yambour et morts au Tafilelt. Sans Alaouia, la dynastie du sultan actuel, Cheikh Mohammed al-Arabi Darqawi, les Shlifs de Qsab al-Shurfa, etc. Fin de note.
Le sultan a grand soin de rechercher l'amitié de ces redoutables maisons qui, du haut de leurs montagnes inaccessibles, pourraient à tout moment précipiter des torrents d'envahisseurs sur le Blad el-Mrzn, dont plusieurs sont si fortes que leur haine pourrait renverser son trône, leur bon vouloir le soutenir. Aussi n'est-il pas d'avance qui ne leur fasse, pas de moyens qui n'emploient pour s'assurer leur amitié. Cadeau, honneur, tout est pour elle. Il leur offre jusqu'à des alliances dans sa famille. C'est ainsi qu'il a donné une de ses sœurs en mariage à Sid Mohammed al-Amrani, chef de la maison de ce nom. Elle est aussi dans les meilleurs rapports avec Moulay Fadil. Grâce à cette politique, il peut, tout insoumis que soient les Ayans, avoir parfois l'aide de leurs armes. Ainsi, dans sa campagne dans cette année contre le Tadla et les Zaïr, Moulay Fadil est venu à son secours avec un corps assez fort. Les Ayans ainsi que les Murshilha parlent le tamazirt, mais l'arabe est très répandu parmi eux. Tout ce qui est de condition élevée a l'habitude de s'en servir, même les femmes et les enfants. Les pâtres, les gens de la dernière classe, ignorent seuls cette langue. 2 septembre. Départ à 6 heures du matin. Un cavalier d'Ayt Omar nous sert de Ztat. Nous gagnons d'abord le bord méridional du plateau d'Oulmes. Puis commence la descente. Elle est longue et difficile. Il faut mettre pied à terre. Ce ne sont que roches entassées, escarpements, précipices. Les crêtes sont nues et toutes de pierre. Au fond des ravins et sur leur première pente poussent quelques arbres. Il nous faut 2 heures et demie pour parvenir au pied du talus que nous descendons. Arrivés là, nous trouvons un petit ruisseau ombragé de lentisques, de caroubiers et de pins. Après en avoir suivi quelque temps le cours, nous le laissons au nord et nous nous engageons sur un plateau montueux sillonné de ravins. Vers 11 heures, les reliefs deviennent moins accentués, les coupures moins profondes. Bientôt, nous nous voyons dans une vaste plaine où nous resterons jusqu'au soir. Elle est pierreuse et fortement ondulée. Le sol y est nu, sans autre végétation que de rares jujubiers sauvages, mais, dit-on, il se couvre d'herbe au printemps. L'eau y est abondante, sources et ruisseaux. À 3 heures, nous faisons halte. Nous sommes arrivés au douar Aït Mouloud, où nous passerons la nuit. Mon chérif Sidi Omar m'abandonne ici. En partant, il me recommande avec chaleur au principal personnage du douar. Celui-ci me donne l'hospitalité et se charge de me procurer un ztat. Peu de temps avant d'arriver ici, j'ai traversé l'oued Xiksou, lit de galets de 15 mètres de large, à moitié rempli d'une eau peu courante de 60 centimètres de profondeur. Il coule dans un petit ravin à flanc de roche escarpé, coupure au milieu de la plaine. L'oued Xiksou se jette plus bas dans l'oued Grou. La réunion de ces 2 rivières forme le Bourgreg. Nous n'avons rencontré aujourd'hui personne sur la route. Comme les jours précédents, tout ce qui était roche se composait d'ardoises mêlées d'un peu de pierre blanche. Depuis le col par lequel nous sommes descendus de la Tafoudait jusqu'à la crête du Jbel Hassaya, où commence la plaine du Tadla, on ne rencontre que ces 2 espèces de pierres. 3 septembre. Je suis ici près de la limite des Ayans. À très peu de distance commence le Tadla. Je ne saurais aller plus loin sans un stade de ce pays. La journée se passe à le chercher. 4 septembre. Je me mets en route à 5 heures du matin, accompagné d'un cavalier d'Ebni Zemour, la tribu du Tadla la plus rapprochée. Aujourd'hui, je n'irai que jusqu'à la tente de Monztat, située au douar des Aït el-Madri. Nous y sommes à 8 heures du matin. Le terrain jusque-là est toujours la plaine d'avant-hier, cependant, il se modifie.
Ces ondulations s'accentuent et il se couvre vers les hauteurs d'un assez grand nombre de lentisques. Le sol reste pierreux. Le Tadla où je suis entré aujourd'hui n'est point une tribu. C'est une contrée, peuplée de plusieurs tribus distinctes. Elle est bornée au nord par les Ayans et les Aïr, à l'est par les Ayans et les Ishqarn, au sud par les Aït Sri, les Aït Attadamalou, les Aït Bouzid, les Aït Ayyad, les Aït Atab. À l'ouest par les Ntifa, les Srarna, les Shawiya. Elle se compose, au sud, d'une immense plaine, arrosée par le Marbéa et s'étendant jusqu'au pied du Moyen Atlas. Au nord, d'une région montueuse, moins vaste. Les tribus qui l'occupent sont au nombre de 9. 5 se trouvent dans la partie septentrionale, 4 dans la portion méridionale. Ce sont en allant de l'est à l'ouest. Au nord, les Bni Zmour, les Sma'ala, les Bni Khiran, les Ourdira, les Bni Meskin. Au sud, les Qat'aya, les Bni Madn, les Bni Amir, les Bni Moussa. Ces diverses tribus sont à peu près de même force, pouvant mettre, me dit-on, environ 3000 hommes à cheval chacune. Elles parlent les unes l'arabe, la plupart le tamazirt. Toutes sont nomades et ne vivent que sous la tente. Elles sont riches, possèdent d'immenses troupeaux de chameaux et de moutons, un grand nombre de chevaux, et cultivent les rives fertiles de l'Oumarbéa. Elles sont insoumises, à l'exception d'une seule, les Bni Meskin. Celle-ci fait partie du Bled al-Mkhzen. Elle est commandée par un caïd résident dans une qasba. Les autres sont Bled Siba. Elles ne reconnaissent qu'une autorité, celle de Sidi Ben Daoud, le marabout de Bouljad. L'influence de ce saint personnage s'étend même sur une part des Ayans. Depuis le douar des Aït Mouloud, je n'entends plus parler que du Siyid. À partir d'ici, il y a une modification à noter dans les costumes. Sans changer complètement, ils présentent quelques différences avec les précédents. Les hommes ne laissent plus pousser les longues mèches qui distinguent les Mouchlha, les Ayans et les Shawiya. Les femmes conservent le même vêtement, mais elles ne le portent que d'une manière, attachées par des broches ou des nœuds au-dessus des épaules. De plus, elles leur couvrent les jambes jusqu'à la cheville. Ce costume tel qu'on le voit ici est celui de toutes les femmes du Maroc, excepté dans les grandes villes et chez les Zmour, Shilha et les Ayans, nulle part je ne leur en ai vu ni ne leur en verrai d'autres. Il peut être de divers tissus, soit de laine, comme ici, soit de cotonnade blanche, soit de guinée. Mais partout, la forme reste la même. Partout aussi, les femmes ne portent que cette unique pièce d'étoffe pour tout vêtement. Rien dessous, rien dessus. Quelquefois, un petit voile couvre la tête et le buste. Rien de plus. 5 septembre. Je pars à 4 heures du matin, en compagnie de mon Ztot d'hier. Le terrain est légèrement accidenté, le sol pierreux et nu. On n'y voit que de petits lentisques clairsemés, quelques jujubiers sauvages. Au bout de 2 heures de marche, nous traversons l'Oued Grou. C'est, et je dis, le second cours d'eau dont est formé le Bourgreg. Note de l'auteur. L'Oued Grou, qui porte son nom dans sa portion supérieure, et ceux de Lemguez et de Bourgreg dans son cours inférieur, prend sa source dans la tribu des Ayans. De là, il traverse les territoires des Bni Zmour, des Sma'ala et enfin des Aïr. Fin de note. Il n'est encore qu'une faible rivière, lit de galets, 12 mètres de large, point d'eau courante, quelques flaques de distance en distance. À partir de là, nous montons par une côte qui ne devient un peu raide qu'en approchant du sommet, vers la crête du Jbel Hsaya. En chemin, nous franchissons plusieurs chaînes de collines basses, ces contreforts. Jusqu'au bout, le sol reste le même qu'au départ. Seulement, les arbres sont plus serrés à mesure que l'on s'élève. À 10h30, j'arrive à un col. Devant moi se développe une immense plaine, blanche et nue, dont la côte que je viens de gravir n'était que le talus. Cette plaine est celle du Tadla. Vers l'est et vers l'ouest, et s'étend à perte de vue.
Au sud, dans le lointain, des montagnes majestueuses dressent haut, malgré la distance, leurs crêtes sombres au-dessus de l'horizon et la borne sur toute sa longueur. Ces montagnes sont la première des 3 grandes chaînes dont se compose l'Atlas. À quelques pas du col est une petite enceinte, Qsar Bni Zemmour. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous entrons en même temps qu'une caravane assez nombreuse, armée jusqu'aux dents, qui a fait route avec nous depuis l'Oued Grou. Je ne suis ici qu'à 3 heures de marche de Bouljad. Pourtant, je suis loin d'être arrivé. Il y a autant de dangers dans le peu de chemin qu'il me reste à faire qu'il y en avait dans toute la route que j'ai franchie jusqu'à ce jour. Ici, plus de Néa, plus de Ztat. Tout ce qui passe est pillé. Le pays, en cette saison surtout, est désert. Les troupes de pillards de toutes les tribus du Tadla, parfois d'Ishqarn, viennent s'y embusquer par 40 et 60 chevaux, prêtes à fondre sur quiconque s'y aventurerait. Les caravanes même de 50 fusils n'osent s'y hasarder. Cependant, au milieu de tant de périls, elle est une voie de salut. Ceux qui ne respectent rien respectent Sidi Ben Daoud. Là où les armes ne préservent point de l'attaque, le pacifique parasol d'un membre de la famille sainte suffit à écarter tout danger. Ainsi qu'un voyageur isolé, qu'un nombreux convoi veuille aller à Bouljad, ils n'ont qu'un moyen. Prier Sidi Ben Daoud de les faire chercher par un de ses fils ou des petits-fils. Ainsi qu'un voyageur isolé, qu'un nombreux convoi veuille aller à Bouljad, ils n'ont qu'un moyen. Prier Sidi Ben Daoud de les faire chercher par un de ses fils ou petits-fils. Cela coûte plus ou moins cher, suivant le nombre de voyageurs et la composition de la caravane. Hâtons-nous de dire que les saleh saints de la Zaouïa sont loin d'être exigeants. Ils profitent avec une extrême modération de ce monopole et déplorent l'état de choses qui le leur assure. Leur influence, quelque grande qu'elle soit, a été impuissante à le faire cesser. Ils ne peuvent rien contre cet antique usage de la razzia, partout en honneur chez les nomades. Je dépêche donc à Sidi Ben Daoud la lettre de recommandation que j'ai pour lui, avec prière de m'envoyer chercher. Un messager fait cette commission. Il ne part qu'après s'être dépouillé de presque tous ses habits, seul moyen de passer en sûreté. Qsar Bni Zemmour est une enceinte carrée, en mauvais mur de pisé, de 3 mètres de haut. À l'intérieur se dressent pêle-mêle une trentaine de tentes, petites et misérables. Les habitants sont très pauvres. Ils ne vivent que du commerce de bois, le coupant dans le Jbel Hassaya et le vendent aux gens de Bouljad qui viennent le prendre. Point d'eau, Qsar. Chaque jour, à heure fixe, tous les hommes prennent leurs fusils et vont en troupe en chercher à des puits éloignés. Il est difficile d'imaginer une existence plus misérable. Encore, la muraille qui protège ce lieu ne date-t-elle que de 2 ans. Elle est un bienfait du Cid, comme on appelle communément Sidi Ben Daoud. 6 septembre. Mon messager revient à 10h30 du matin. Un des petits-fils de Sidi Ben Daoud l'accompagne. C'est un beau jeune homme d'environ 19 ans. Il arrive monté sur sa mule, le parasol à la main. Un seul esclave le suit. Nous partons aussitôt. D'ici à Bouljad, nous marchons dans l'immense plaine du Tadla. Plaine à ondulations légères, tantôt nues, tantôt couvertes de champs, en ce moment moissonnés et déserts. Ça et là poussent maigres broussailles, quelques jujubiers sauvages. Le sol est blanchâtre, dur, pierreux. À 1h30, nous entrons dans la ville. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Dans le prochain épisode, l'auteur séjourne pendant quelque temps à Bouljad. Il nous fera connaissance avec la célèbre confrérie Zaouïa Charqaouia et ses leaders, dont l'ambitieux Hajj Driss. Celui-ci se révélera pour le futur ermite non seulement un guide et une escorte, mais probablement une source d'inspiration.
Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.